C'est l'heure de votre émission Le Débrief, soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La Guinée a une nouvelle fois été frappée par un coup d'État après ceux de 1984 et 2008. Le président guinéen Alpha Condé, fraîchement réélu pour un troisième mandat, a été évincé par un groupe de militaires, une force spéciale créée justement par le président guinéen. La Guinée est-elle en train de renouer avec ses vieux démons? Quelle issue aujourd'hui pour une sortie des crises en Guinée-Conakry? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, en lien évidemment avec la première partie, nous allons nous intéresser, mes invités et moi, au rôle, on va dire, important dans la résolution des crises et la stabilité politique pour les instances internationales. Vous en saurez évidemment un peu plus en fin d'émission. Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique, vous êtes avec nous sur ce plateau du débrief. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis. Nous remercions également cher Sabi Boundiaer, spécialiste en relations internationales. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci Régis. Nous allons nous intéresser à la situation en Guinée-Conakry, ce coup d'État en Guinée-Conakry, troisième coup d'État, il faut le souligner quand même. Il venait d'être réélu pour la troisième fois en Guinée. Karim, le président Alpha Condé, n'est plus le numéro 1 dans le pays après le coup de force des militaires. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est le fer de lance de ce nouveau coup d'État. Que sait-on concrètement sur ce colonel ? Merci Régis. En fait, disons, comme vous venez de le dire, la Guinée a renoué avec ses vieux démons. Parce qu'après le coup d'État perpétré en 1984 par Lansana Conté, l'ancien président, et Diarra Traoré à l'époque, avec le CMRN, on a eu par la suite le coup d'État de 2008-2009 avec le CNDD de Dadis Camara. Et maintenant on se retrouve depuis donc, le 5 septembre avec ce coup d'État perpétré par les forces spéciales dirigées par Mamadi Doumbouya et le Comité national de redressement et de développement. Que sait-on de l'homme? Disons que c'est un ancien légionnaire qui a été promu capitaine puis commandant par l'ancien président, donc Alpha Condé. C'est quelqu'un donc qui a eu à faire une formation en France, à Saumur, et qui a par la suite été au niveau de plusieurs champs de bataille, si l'on peut dire. Il a même eu une formation au Sénégal, au niveau de Thiès, et c'est quelqu'un également qui a une bonne connaissance un peu des problématiques de lutte contre le terrorisme. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a été un peu moulé, si l'on peut dire, dans ses stratégies d'intervention. C'est quelqu'un donc qui a pu bénéficier d'un certain encadrement qui l'a amené effectivement à prendre cette décision. Est-ce que ce coup d'État en Guinée-Conakry était prévisible, inévitable, j'ai envie de dire? Certainement, bon, disons prévisible, oui, mais on ne pouvait pas penser que le tombeur du président Alpha Condé serait effectivement un de ses proches, parce qu'en l'occurrence, le lieutenant-colonel, donc le colonel Mamadi Doumbouya, était un protégé de Alpha Condé, qui l'a d'ailleurs présenté au peuple guinéen lors du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée en octobre 2018. Et le voyant parader, les Guinéens, effectivement, avaient senti qu'avec cet homme, il y avait quand même du nouveau. Et d'ailleurs, c'est en ce moment que beaucoup avaient commencé à se poser des questions par rapport un peu déjà à la création de cette nouvelle unité. Parce qu'en fait, il y a en Guinée déjà d'autres forces spéciales. Après les Rangers, à l'époque donc du capitaine Dadis Camara, il y a eu le BATA qui existe toujours, il y a le BASP, le bataillon autonome pour la sécurité présidentielle, et ce nouveau donc, groupement créé donc, entre 2017 et 2018 est venu donc, apporter quelque chose de plus dans toute cette sécurité qui, de mon point de vue, était devenue véritablement quelque chose d'assez, disons, qui dépassait un peu l'entendement, un peu par rapport à
ce qu'il y avait déjà en termes de protection. On va revenir sur ce point justement, Karim, ce qui concerne la sécurité. Alors, Sabibou, Karim parlait tout à l'heure évidemment de cette trahison, parce que le lieutenant-colonel était très proche du président Alpha Condé. Il a également souligné. Il y a un autre point en parlant de ces coups d'État, je le disais dans mon introduction, c'est le 3e coup d'État en Guinée-Conakry. Il y a eu celui de 1984, il y a eu celui évidemment de 2008 avec Dadis Camara. Aujourd'hui, celui-là, ce nouveau coup d'État, un petit peu différent parce que là, c'est un coup d'État envers un président qui a été démocratiquement élu. Pourquoi ce changement aujourd'hui en Guinée? Est-ce que ça veut dire que la démocratie est emprisonnée en Guinée aujourd'hui? On peut penser comme ça? Oui, on peut penser que la démocratie est emprisonnée en Guinée, certes, mais il y a des trajectoires, il faut avoir une certaine lecture. La situation internationale d'aujourd'hui est dominée même par le terrorisme. Vous avez vu au Sahel, les attaques terroristes, l'instabilité dans plusieurs pays. Maintenant, c'est en cette faveur qu'Alpha Condé peut-être s'est dit qu'il faut créer une force spéciale qui sera chargée de protéger la République de Guinée contre toute pénétration terroriste, toute pénétration étrangère. C'est de là qu'Alpha Condé a mis en place cette force spéciale. Maintenant, il est allé chercher un ancien légionnaire de l'armée française, un légionnaire même de l'armée française, quelqu'un qui bénéficiait de la nationalité française, pour l'amener en Guinée et le mettre en selle devant les forces spéciales. Maintenant, Mamadi Doumbouya, qui était même au niveau de la frontière avec le Mali, ces forces spéciales étaient chargées de se préparer en cas de pénétration contre des djihadistes venus du Sahel ou d'autres régions du Sahel. Maintenant, Alpha Condé, à un moment donné, a eu un problème peut-être avec Mamadi Doumbouya. Il a reçu des informations selon lesquelles Doumbouya commençait à ne plus être contrôlable. Maintenant, Alpha Condé a jugé, maintenant, il faut voir comment contrôler Mamadi Doumbouya. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces forces spéciales-là sont entraînées et surarmées par rapport aux autres forces qui sont pratiquement en Guinée. Maintenant, de cela, Mamadi Doumbouya aussi voulait se départir un peu du ministère des Forces armées. Il commençait à être un peu lourd par rapport aux institutions du gouvernement guinéen. Alpha Condé a reçu ces informations-là. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que comment les forces de sécurité, comment les forces de défense guinéennes et le renseignement guinéen n'ont pas su à temps avertir la présidence guinéenne, comment ils n'ont pas su qu'il y a quelque chose qui se préparait contre le président. Certes, Alpha Condé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été démocratiquement élu, mais il y a toujours ce problème de mandat de trop qui se pose aussi. Oui, parce que on a l'impression que, est-ce que justement ce 3e mandat, c'était le mandat de trop? Oui, c'est un mandat de trop, certes, mais le problème actuel, c'était le coup d'État là n'était pas directement, je dis directement lié à ce mandat de trop là. C'était plutôt un problème interne. C'était plutôt un problème interne entre Alpha Condé et peut-être Mamadi Doumbouya. Nous assistons simplement à, on va dire, une querelle, un retour de flamme entre ces deux personnalités. Je ne dirais pas un retour de flamme, mais il y a des soubassements, des choses qu'on ne nous a pas encore dit par rapport à ces deux hommes-là. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est un malinqué comme Alpha Condé. Alpha Condé avait pleinement confiance à Mamadi Doumbouya, mais il y a quelque chose qui a mal tourné. Donc, du fait de Mamadi Doumbouya voulait peut-être être plus autonome, ne plus dépendre peut-être du ministère de la Défense. C'est pourquoi peut-être il y a d'autres ramifications, en tout cas qu'on ne nous a pas encore dit par rapport à ce coup d'État. Et en parlant de déclarations, mon cher Karim Diakhaté, alors le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a dit avoir le soutien de l'armée et de l'opposition. Ce 3e mandat d'Alpha Condé, comme je l'ai souligné, est-ce que c'était le mandat de trop? Et comment aujourd'hui il est arrivé à convaincre cette partie de l'opposition de se rallier j'ai envie de dire, dans ce combat, parce que lui il l'appelle ainsi, ce combat contre Alpha Condé? Oui, on peut le penser, on peut effectivement penser à un mandat de trop, mais un peu pour compléter par rapport donc aux, disons, velléités d'intervention donc du colonel Doumbouya, il faut se rappeler qu'en fait, il y a, avec surtout la pandémie de Covid-19, une situation intenable en Guinée. Oui, parce que c'est ce qu'il a mentionné dans son discours, la gabegie, une crise sociale intense, l'injustice, c'est autant de mots qu'il a soulignés dans son discours. Voilà, ajouté à cela, il y a eu effectivement des problèmes au niveau déjà des populations pour supporter un peu la cherté de la vie. Et nonobstant cela, il y avait effectivement de l'autre côté des phénomènes de corruption et autres. Et chose plus grave, il y a récemment une augmentation du prix du carburant. Et on sait que le carburant, pratiquement, s'il augmente, cela impacte sur pratiquement tous les autres produits.
En dehors de ça, il y a la loi de programmation militaire qui avait été plus ou moins charcutée. Ce qui faisait en fait tous les budgets de dépenses et autres relevaient directement du ressort de la présidence, donc du ministère de la Défense et des Affaires présidentielles que dirige Mohamed Diané, qui centralisait un peu pratiquement tout. À un moment donné, le colonel Doumbouya a cherché une autonomie pour son groupement et éventuellement pouvoir dérouler, parce qu'ils ont effectivement des actions stratégiques à mener. Ouais. De ce point de vue-là, il paraît qu'on lui a quand même intimé l'ordre un peu de sortir de Conakry. On a déplacé même son groupement à Forêt-Caria pour dire qu'en fait, il commençait à représenter une menace. Maintenant, pour revenir au président Alpha Condé par rapport un peu à cette situation politique qui a été créée, il faut se rappeler qu'en 2010, quand il accédait au pouvoir dans des conditions que l'on sait, 18% au premier tour face à Cellou Dalein Diallo de l'UFDG. Il se retrouve donc un second tour organisé plusieurs mois après le premier scrutin et en ce moment il gagne avec une avance assez confortable, ce qui avait étonné plus d'un, et Cellou Dalein avait pris sur lui de laisser dérouler. C'est la communauté internationale qui avait voulu à ce que effectivement l'opposant historique qui quand même est venu effectivement démocratiquement au pouvoir, Sadibou l'a dit, puisse déjà assumer donc le pouvoir. Malheureusement, Alpha Condé n'a pas tenu compte de certains prérequis. Il faut dire que la Constitution de 2010 avait stipulé de manière nette qu'en aucun cas, je cite l'article qui définit cela, on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Plus de 2 mandats, qu'ils soient successifs ou non. Malheureusement, le président Alpha Condé, dès l'obtention du second mandat, a voulu déjà déverrouiller ça, et il a fait en sorte qu'un référendum soit organisé avec en parallèle les législatives, et malgré donc toute l'opposition menée déjà par l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et le Front National pour la défense de la Constitution, il n'en a pas tenu compte. Et ce que je déplore à l'époque, aussi bien la CEDEAO, l'Union africaine, l'OIF ou les Nations Unies n'étaient pas d'accord pour ce procédé. Malheureusement, ils ont laissé faire, plus ou moins. Alpha Condé a pu faire son référendum, qui a été largement donc validé, et par la suite, les législatives se sont tenues. Il y a eu beaucoup de morts. Il a fait un forcing pour se maintenir au pouvoir. Il a fait un 3e mandat, mais beaucoup d'observateurs, effectivement, savaient que ce serait un mandat de trop et qu'il y aurait certainement des problèmes qui allaient intervenir. Des problèmes à intervenir, Sabibou, justement, je viens à toi. C'est vrai qu'on va essayer un petit peu, on va y aller, on va oser le faire. Il y a eu évidemment ce putsch au Mali. Le mode opératoire en Guinée au Mali est très proche, c'est très ressemblant. Est-ce que quelque part, la situation au Mali a servi de jurisprudence et a donné des idées à l'armée guinéenne ? Je ne dirais pas que ça a servi de jurisprudence à l'armée guinéenne ou à ces forces spéciales-là, parce que ces forces spéciales-là ne dépendent pas directement de l'armée guinéenne. Mais ce qui se passe en tout cas au Sahel mérite réflexion. Au Mali, les militaires sont au pouvoir. En Guinée, les militaires au pouvoir. Qui va être le suivant. Mais comment justement expliquer ce retour en force de l'armée au pouvoir? Il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a aujourd'hui la Guinée-Conakry. Cela montre que dans le Sahel, qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons un problème sécuritaire qu'il faut gérer. Et il faut le gérer profondément. Nos chefs d'État, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au diapason par rapport aux réalités internationales. Le monde d'aujourd'hui a changé. La guerre froide est terminée. On est dans les années 2021. Donc, il faut avoir une politique stratégique de sécurité commune par rapport à ce qui se passe actuellement. Le Sahel est déstabilisé. Les armes transitent couramment au niveau du Sahel. On a vu il n'y a pas longtemps des problèmes diplomatiques entre 2 États qui sont en Afrique du Nord. Donc tous ces problèmes-là méritent réflexion. Donc nous devons prendre à bras le corps le problème sécuritaire qui se passe actuellement au Sahel. Sinon, nous risquons de voir des coups d'État successifs. Un éternel recommencement. J'ai vu même un opposant sénégalais, parce que c'est bien dire dans un post sur Facebook qu'il a vu les populations guinéennes jubiler, mais ce qui est extrêmement grave, c'est qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils vont retourner dans la même situation. Donc il faut, je pense, aller progressivement dans... Le mal est plus profond que ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Le mal est plus profond, et moi j'ai l'impression que nos chefs d'État, et que même les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, ici
ici au Sénégal, on est dans notre confort. On pense que ce qui se passe au Mali ou au Burkina ou dans d'autres pays ne peuvent pas venir chez nous. On ne le souhaite pas. Mais en tout cas, il est temps qu'on taise nos problèmes politiques et d'autres problèmes pour mieux aborder nos problèmes sécuritaires, car les lendemains du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest vraiment commencent à vraiment semer le doute. Et justement, Karim, par rapport à ça, le point, l'aspect très important à aborder par notre ami Sabibou Ndiaye, en parlant justement de cette fragilité, nous savons très bien le mot opératoire aussi des terroristes, et en général, ils profitent de ce moment d'instabilité dans les pays pour justement, on va dire, pénétrer dans ces pays-là et causer ce qu'on sait. Est-ce qu'aujourd'hui, la fragilité successive de ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest, on parle aujourd'hui du Burkina Faso, on parle du Mali, on parle parfois même la Côte d'Ivoire, qui est victime aussi de certaines attaques. Est-ce que tout ça, ça va, comme il l'a dit, fragiliser et encore même, on va dire, amplifier la présence terroriste dans la zone du Sahel? Mais c'est évident, je pense que c'est un constat qui est là. En réalité, les terroristes n'ont jamais caché leur souci d'aller vers le golfe de Guinée et en tout cas vers l'océan. Oui. On a vu déjà les menées qui sont en train de se faire au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, par la zone des 3 frontières. Au niveau de l'Iptago-Gourma, il y a des incursions jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'attentat de Grand Bassam. Par conséquent, tous les pays qui sont à la périphérie, disons, à part commencer par le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée, Sierra Leone, Libéria et autres, doivent véritablement mettre en place des mécanismes pour un peu prévenir tout cela. Mais sinon, il ne faudrait pas, de mon point de vue, faire un parallèle systématique entre ce qui se passe au Sahel et la situation au niveau de nos pays. Oui. C'est vrai qu'en Guinée, par exemple, en juillet 2019, il y a eu une loi portant sur le terrorisme qui a été adoptée. Et comme par hasard, ce groupement des forces spéciales a été créé avec pour mission effectivement de mener la lutte contre le terrorisme. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, ce groupement n'avait pas plutôt servi à sécuriser les frontières, mais plutôt à participer dans toutes ces opérations destinées donc à contenir l'opposition. On a pu voir, pendant les durs moments d'affrontement entre le pouvoir et l'opposition à l'époque, les forces spéciales, en tout cas l'armée guinéenne d'une manière générale, combattre donc certains opposants, ce qui est dommageable. Bon, maintenant, il est évident que la fragilité de nos États repose un peu sur cette problématique de la lutte contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent d'une manière générale. Mais ce n'est pas un prétexte également pour les États de mettre en place des forces qui demain pourraient être des forces déstabilisatrices même pour leur propre pouvoir. Prenons le cas du Mali par exemple, où ce sont effectivement des forces spéciales qui sont au pouvoir. À l'époque du Blaise Compaoré au Burkina Faso, le régiment donc de la sécurité présidentielle était une sorte de force spéciale également, acquise à sa cause. En fait, en réalité, il y a toujours un décalage entre ce que doit faire une armée républicaine et des forces spéciales qui sont souvent là pour aider un régime à se maintenir au pouvoir. Et en parlant de ça, la communauté internationale, on va revenir un petit peu sur ce coup d'État en Guinée-Conakry. La communauté internationale, mon cher Sabibou, a condamné ce coup de force des militaires et appelle à un retour de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO ainsi que l'Union africaine ont aussi fait pareil. Il y a eu des sanctions qui ont été, on va dire, pointées à l'endroit évidemment de la Guinée. À quel scénario pourrait-on s'attendre maintenant, d'autant plus que les militaires semblent être dans la dynamique d'assurer la transition en Guinée? Oui, actuellement c'est en train de bouger. On a vu la CEDEAO sanctionner la Guinée, mais je pense que c'est une suspension plutôt symbolique. Parce que c'est dans leurs normes. La CEDEAO, lorsqu'il y a un dérèglement, on l'a vu au Mali, dans un pays, directement la CEDEAO vous suspend. Mais je ne pense pas qu'ils vont aller plus loin par rapport aux sanctions économiques. Comme vous le savez, la Guinée fait partie des grands producteurs de bauxite. Donc le bauxite, c'est quelque chose d'essentiel dans la fabrication de l'aluminium. Donc on a vu même les cours mondiaux sont en train d'augmenter. Donc il est important d'essayer de voir comment négocier avec ce pays-là
par rapport à ces sanctions-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment important de sanctionner la Guinée économiquement, vu qu'on est des pays pauvres. Et je pense que le colonel Doumbia l'a compris, parce qu'il a levé, il avait le blocus, les fermetures des frontières maritimes. Finalement, ça a été levé pour permettre l'exportation de ces produits. Mais comme l'a dit le doyen tout à l'heure, on n'est pas des pays extrêmement puissants économiquement, donc sanctionner la Guinée revient vraiment à faire mal au peuple guinéen, avec la pandémie actuellement qui vraiment fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Les denrées qui ont augmenté un peu partout dans nos pays, donc sanctionner économiquement ce pays-là, pour moi, n'a aucun sens. Il faut aller vers des négociations, essayer de trouver, surtout d'aider vraiment la Guinée à retrouver la voie démocratique. Alors, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia a promis un gouvernement, mon cher Karim, d'union nationale, une sorte de comité de transition. Et les caciques de l'ancien régime semblent lui avoir fait allégeance. Les militaires sont-ils assez outillés aujourd'hui pour remettre la Guinée sur les rails? Bon, écoutez, je pense que déjà, c'est une sorte de profession de foi. On préfère attendre un peu de voir. Ben, lui-même l'a dit au lendemain donc, de la prise de pouvoir. Il avait dit qu'il allait faire en sorte de ne pas retourner dans les travers du passé, donc d'éviter les erreurs du passé. Et là, en fait, j'ai pensé au moment où, effectivement, en 2009, avec l'avènement du CNDD à l'époque, du capitaine Dadis Camara, les Guinéens n'avaient pas tellement voulu laisser les militaires mettre en place disons, ce qu'ils voulaient faire un peu pour remettre le pays en marche, en fait. En réalité, à l'époque, j'étais témoin des faits. Le capitaine Dadis Camara avait demandé un certain temps, 18 mois, pour faire en sorte que l'armée soit réorganisée. Les gens ne l'avaient pas suivi. Et à l'époque, Alpha Condé déjà tirait un peu les ficelles, et l'opposition guinéenne d'une manière générale, les forces vives, dans leur ensemble, s'était opposé à cela, et on a vu ce qui est advenu. Il faut quand même laisser le temps à l'armée de se remettre en état de marche. Donc tous les feux ne sont pas ouverts aujourd'hui pour Je ne le pense pas. Vous savez, revenons un peu à ce qu'on a dit par rapport à la CEDEAO. Je pense que c'est important. Je vais revenir sur ce point. Aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine ont quand même laissé faire. Ce que je reproche à l'organisation régionale, c'est le fait qu'en mars 2020, quand il y avait des signaux de danger à l'époque, le FNDC avait alerté. Et la CEDEAO, à l'époque, n'avait pas tellement fait en sorte de freiner Alpha Condé. Parce qu'on savait qu'on allait vers des prémices assez, disons, lugubres. Aussi bien la CEDEAO, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'Union africaine, l'OIF et les Nations unies s'étaient opposés à l'organisation du référendum. Parce qu'ils avaient effectivement vu que Alpha Condé voulait tout faire pour donc changer la conscience et se maintenir au pouvoir. Ils ont laissé faire. D'ailleurs, à ce jour, ils n'ont pas accepté les résultats à l'époque. Ils n'avaient pas accepté les résultats, mais toujours est-il que, qu'à cela ne tienne, Alpha Condé a pu faire l'élection présidentielle et il s'est maintenu. On va revenir en deuxième partie d'émission justement sur cet aspect bien précis, mon cher Karim. Alors, le président, enfin l'homme fort aujourd'hui de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, il a reçu l'ambassadeur de Russie en Guinée. La Russie dit, en tout cas à travers son ambassadeur, d'avoir un regard très particulier sur cette situation. Quel serait l'impact, on va dire, de ce coup d'État sur le plan géopolitique, mon cher Sabibou? Mais déjà, il y a la Chine et les États-Unis qui sont présents en Guinée par rapport aux différentes ressources qu'il faut exploiter. Donc la Chine, il y a une entreprise chinoise qui exploite des gisements de fer en Guinée. Donc il est important actuellement pour les chancelleries occidentales de venir, je ne dirais pas prêter allégeance à Mamadi Doumbia, mais de venir s'enquérir de la situation. Savoir quelle position faudrait-il prendre par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'il faut tourner définitivement maintenant la page Alpha Condé, mais en faisant tout pour que la junte actuelle protège ses droits, les droits de sa famille aussi et de son entourage. Donc actuellement, c'est pourquoi vous voyez la communauté internationale, il y a le balai diplomatique à Conakry, on a vu la France, même l'Assemblée nationale française a fait un communiqué en disant que
la communauté internationale n'avait pas de leçons à donner par rapport à ce qui se passe en Guinée. Donc tout cela pour vous dire tout simplement, il y a le jeu des intérêts aussi. Géostratégiquement, chacun vient se positionner parce qu'il y a des ressources. En Afrique, comme dans chaque pays, il y a des ressources. Donc les grands de ce monde-là vont venir essayer de trouver des mécanismes de, s'il le faut, résolution, ou s'il le faut, mettre en place que le régime actuel puisse vraiment aller dans un sens de faire un transfert démocratique du pouvoir, ou sinon trouver d'autres alternatives qui vont leur permettre de continuer à venir exploiter ces ressources-là, ou bien de nouer d'autres accords. Alors Karim, on a le Mali, on a le Tchad et on a maintenant la Guinée. Qu'est-ce qui explique, on va dire, cette succession des coups d'État sur le continent? Oui, mais en réalité, c'est parce que justement, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de mécanisme de régulation des processus démocratiques. C'est cette absence, effectivement, de mesures coercitives pour empêcher certaines dérives qui explique cela. Malheureusement, on assiste à des coups d'État, ce qu'on appelle des coups d'État institutionnels, au tripatouillage des constitutions dans beaucoup de pays. Figurez-vous que pratiquement sur la quinzaine de pays, au niveau de la CEDEAO par exemple, il y a très peu de pays qui se conforment à ce que véritablement les constitutions ont défini, parce que pratiquement, prenons le cas par exemple de la limitation des mandats à deux mandats par exemple. Là, pratiquement tous les États l'ont effectivement dans leur constitution. Mais on assiste toujours à des tentatives de modification de la Constitution. Et sur cela, aussi bien la CEDEAO, avec son protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie, que l'Union africaine, avec la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, n'ont pas spécifiquement donné des indications pour dire aux États, écoutez, aux chefs d'État, je veux dire, écoutez, il ne faut pas changer les règles du jeu pendant le jeu. En parlant de l'Union africaine, mon cher Karim, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons nous intéresser un petit peu au rôle dans des instances internationales dans la résolution des crises, dans la stabilité politico-sociale, j'ai envie de dire, en ce qui concerne évidemment ces instances internationales. Elles sont parfois, mon cher Sabibou, critiquées à tort comme à raison. Quelle analyse faites-vous de la gestion de crise sur le continent par ces instances internationales ? L'analyse que j'aimerais faire au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, mais surtout au niveau de la CEDEAO par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que les peuples de la CEDEAO ont tendance à dire que la CEDEAO c'est un syndicat de chefs d'État. Mais il faut comprendre pourquoi ces peuples estiment que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État. Comment Alpha Condé, comment Alassane Ouattara, comment un autre chef d'État peut faire un changement constitutionnel allant dans le sens de préparer un troisième mandat, alors que dans leurs constitutions respectives, on interdit de faire 2 mandats successifs. C'est ce qu'on appelle tout simplement un coup d'État constitutionnel, un coup d'État institutionnel. Donc, ces coups d'État institutionnels-là, on voit que la CEDEAO ne les condamne pas. La CEDEAO condamne les coups d'État militaires. Donc, il faut aller dans un sens où modifier, s'il le faut, les textes de la CEDEAO, arrêter les condamnations de principe, condamner les coups d'État militaires, mais aussi condamner les coups d'État constitutionnels. Parce que si on ne le fait pas, on risque de voir les coups d'État militaires vont finalement faire le dessus sur les coups d'État institutionnels. Donc il est temps que la CEDEAO revienne sur ses principes de base. C'est-à-dire ne plus laisser les peuples de la CEDEAO penser que la CEDEAO est un syndicat où des chefs d'État vraiment qui se respectent, essaient de maintenir leurs copains au pouvoir ou soutiennent leurs frères chefs d'État par rapport à des choses qui sont anticonstitutionnelles. Donc il est temps qu'on aille vers des réformes par rapport au niveau régional, par rapport à la CEDEAO, même au niveau continental avec l'Union africaine. D'accord. Et justement, en parlant de démocratie, où tu l'as souligné, mon cher, on a comme l'impression que de plus en plus la communauté internationale, comme les instances africaines, misent plus sur la stabilité sociale des pays au détriment des libertés et de la démocratie. Justement, vous partagez cette impression-là? C'est ce qui semble, parce qu'au niveau international, on a vu que l'ONU
pu, avec Gutiérrez, condamner le coup d'État et demander qu'on remette Alpha en selle et d'autres organisations. Mais pourquoi ces condamnations-là? C'est des condamnations de principe parce que c'est les règles du jeu, c'est les principes démocratiques qui ont été violés, comme l'a dit Nana Akufo-Addo avec la CEDEAO. Il a dit que le processus démocratique a été interrompu. Donc, c'est des condamnations de principe. Donc, il faut que ces organisations-là condamnent le dérèglement constitutionnel. Oui. Maintenant, pour pallier à cela, il faut maintenant réformer ces institutions-là pour les adapter par rapport à nos réalités. Ouais. Mais est-ce que ces instances, elles sont prêtes aujourd'hui à y aller dans ce sens-là? Il faut y aller tôt ou tard en tout cas, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, le monde a changé. Maintenant, on n'est plus... Les peuples ont grandi. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans. On n'est plus dans l'ère de Sékou Touré. Alpha Condé, comme on le disait tout à l'heure, lui-même, il devait se rendre compte de cela. Alpha Condé, il a été condamné à mort sous Sékou Touré. Sous Lansana Conté, il a été emprisonné. Alpha Condé pouvait même devenir un Mandela de la Guinée. C'est lui normalement qui devait enclencher le processus démocratique parce qu'il est le premier président élu démocratiquement en Guinée. Donc Alpha Condé devait être cet homme-là qui allait réussir à réunir les Guinéens, que ce soit les Malinké, les Peuls ou d'autres ethnies, autour de l'essentiel. C'est-à-dire écarter toutes ces cartes ethniques par rapport auxquels les hommes politiques guinéens utilisent pour conquérir le pouvoir. Mais au lieu de cela, il a enfoncé, il a joué la carte ethnique pour même se maintenir au pouvoir. Rassembler les peuples, c'est aussi le leitmotiv de la quasi-totalité de ces instances internationales, mon cher Karim Diarraté. Alors de nombreux protocoles ont été signés et installés avec peu de résultats. Comment expliquer ce décalage? En fait, en réalité, je pense qu'il ne faut pas aussi trop jeter la pierre sur la CEDEAO et l'Union africaine. Je suis d'ailleurs le premier à dire qu'il y a beaucoup de manquements un peu par rapport à leur fonctionnement. Mais ce sont quand même des organisations régionales ou continentales qui cherchent tant vaille que mal à évoluer. Mais je trouve qu'en fait, c'est assez lent de mon point de vue. Parce que, voyez-vous, vous avez... Et pourquoi cette lenteur, mon cher Karim? Oui, parce qu'en réalité, les chefs d'État qui sont, disons, les mieux à même de mettre en place ces différentes réformes traînent les pieds. Prenons le cas de la CEDEAO, où il est question de réformes institutionnelles. On en parle depuis, mais les gens attendent toujours d'en voir les résultats. Ouais. Pour le cas de l'Union africaine également, on a parlé de projets de réforme, mais en réalité, ce sont les chefs d'État qui ne veulent pas réellement faire sauter le verrou. Oui, parce que tout à l'heure, Karim, tu disais, pardon de t'interrompre, mon cher, tu disais évidemment que c'est peut-être un peu trop facile de lancer la pierre, de tirer à boulet rouge sur les instances internationales, en l'occurrence la CEDEAO, mais qu'en est-il justement de ces pays membres aussi? Voilà. Parce que derrière, ils ont un rôle à jouer aussi. Prenons le cas de la charte africaine, de la démocratie, des élections, de la gouvernance, qui a été adoptée, disons, ratifiée par une trentaine de pays, et dont 46 pays pratiquement sur les 54 l'ont signée. Mais cette charte, en fait, présente en tout cas de très bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des points sur lesquels on peut toujours revenir. Oui. Le fait que, par exemple, qu'il y ait véritablement une dénonciation des coups de force. Mais je dis qu'en fait, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse et mettre en place également des dispositifs pour dire que tout chef d'État arrivé au pouvoir qui cherche un peu à tripatouiller puisse véritablement avoir des sanctions quelque part. Ce qu'on demande en fait aux militaires, on exige d'eux qu'ils laissent le pouvoir aux civils. Il faudrait également faire en sorte que tout chef d'État arrivé au pouvoir puisse également entreprendre en tout cas une démarche qui soit en phase avec les objectifs de démocratisation du continent. Oui, mais Karim, le problème, donc, il est dans un seul sens, j'ai envie de dire, parce que si aujourd'hui ces États membres, on parlait tout à l'heure du rôle de ces pays membres, si ces pays membres ont déjà une charte devant eux qu'ils doivent respecter, et que d'ailleurs on se rend compte que ce n'est pas le cas, donc quelque part c'est beaucoup plus du côté des pays membres que de l'instance internationale ou sous-régionale. Absolument. Donc là où il y a effectivement un problème, c'est quand justement ce genre de situation intervient. Ouais. On a vu ce qui s'est passé au Mali, on l'a souligné. Ce qui se passe actuellement en Guinée, ce qui s'est passé récemment au Tchad, où on a vu l'Union africaine à faune dans un premier temps, avant de venir définir avec le régime en place comment entrevoir cette transition. Pour le cas de la Guinée, ce sera exactement la même chose. Ce sera, Sadibou l'avait dit tout à l'heure, un éternel recommencement. Maintenant, il faudrait quand même accorder du temps à toutes ces transitions
pour mettre en place des véritables bases. Maintenant, à partir de là, mettre en place au niveau des différents textes cette disposition qui fait que tout chef d'État qui arrive au pouvoir ne puisse plus de lui-même intervenir dans ces phénomènes de modification des constitutions pour se maintenir au pouvoir éternellement. Alors, C'est aussi simple. Mon cher Sabibou, pourquoi le protocole, évidemment relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO semble être peu efficace? Karim, le doyen Karim l'a dit tout à l'heure, vous savez, malgré ces protocoles, malgré tout cela, il y a les hommes, il y a les chefs d'État. Maintenant, s'il y a des chefs d'État qui sont en place et qui ne veulent pas appliquer ces protocoles-là, ou qui vont dans un sens où ils cherchent à modifier leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est vrai, la CEDEAO peut prévenir, la CEDEAO peut avertir, mais la CEDEAO n'a pas de moyens coercitifs. Même regardez avec la Cour de justice de la CEDEAO, les décisions que prennent la Cour. Absolument. Mais quels sont les États qui l'appliquent? Pratiquement peu d'États. Combien de décisions ont été prises par cette Cour de justice-là et qui n'ont pas été respectées par les pays, y compris le Sénégal, le Cap-Vert ou d'autres pays? Pour vous montrer tout simplement qu'il y a un problème je dirais, de management au niveau des États par rapport à ces décisions-là, mais par rapport aussi au respect des textes. Parce que je pense que la démocratie, avant tout, c'est une question. Il faut être un gentleman pour exercer la démocratie. On a vu Obama, mais le président Youssoufou au Niger. C'est vrai. Mais regardez-le, il n'a pas cherché à modifier la constitution, il a respecté les textes, il est parti. Donc il faut aller dans un sens où mettre en place des mécanismes au niveau de la CEDEAO qui vont interdire maintenant les chefs d'État de modifier les constitutions pour essayer de se maintenir au pouvoir. C'est tout simplement ça. Oui, mais est-ce que ça ne gèle pas un peu, Karim, quelque part aussi l'un des principes de la CEDEAO qui n'est pas évidemment cette forme d'ingérence dans les États, et parce que mettre en place ces dispositifs, ça dit, on n'est pas très loin d'une forme d'ingérence aussi. Mais en réalité, il faut aussi admettre qu'au niveau même des chefs d'État, il y a des voix dissonantes. Il y a eu à l'époque un sommet de la CEDEAO où le président bissau-guinéen Umaru Embalo était intervenu un peu pour rappeler un peu à l'ordre ses doyens Alassane Ouattara et Alpha Condé. Alpha Condé, oui, parce que il l'avait mis en garde. Déjà, à l'époque, ses propos étaient prémonitoires. On savait que véritablement, il allait vers cette échéance-là. Parce que de toute façon, ce sont les chefs d'État qui, à huis clos, entre eux, peuvent se dire certaines vérités. Mais quoi qu'il en soit, s'ils ne suivent pas la marche du monde, parce que les temps ont changé, et avec cette pandémie de Covid-19 qui vient tout remettre en question, il y a une rupture même dans la gouvernance mondiale, et les chefs d'État africains doivent s'en inspirer, savoir que tout a effectivement changé. Et on a une jeunesse qui déborde d'énergie. On a des militaires suffisamment instruits pour savoir que dorénavant, ils ne peuvent pas toujours laisser la gestion des États aux seuls chefs d'État qui très souvent n'ont pas plus de mérite qu'eux, parce que très souvent, des militaires formés à certaines écoles, vous les retrouvez quelque part, ils vous disent, mais écoutez, nous pouvons aussi bien gérer nos casernes que gérer aussi un État, parce qu'il n'y a rien de sorcier. Et malheureusement, ce qui est arrivé en Guinée le montre de manière très très simple. Le nouveau coup d'État en Guinée, mon cher Sabibou, une épine dans la chaussure de la CEDEAO? Oui, clairement, c'est une épine dans la chaussure de la CEDEAO, mais aussi, je pense que le problème, comme je le disais tantôt, c'est un problème profond. Il y a un problème sécuritaire, en tout cas, qui nous menace. Ces coups d'État-là ne font que favoriser ce problème sécuritaire-là. Donc il faut aller vers une stabilisation de ces pays-là. Il faut aider la Guinée. Ce n'est pas la peine de faire des sanctions économiques allant dans le sens d'étouffer son économie. Et tout mais comment cette instance sous-régionale doit gérer le cas de la Guinée, mon cher Sabibou? Mais il y a plusieurs mécanismes. La CEDEAO a plusieurs mécanismes de gestion par rapport aux conflits. Même l'Union africaine aussi a plusieurs mécanismes. Mais vous voyez, au niveau international, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est chargé de veiller de la paix dans le monde, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui intervient dans plusieurs zones de conflit lorsqu'il y a des prémices de conflit. Maintenant, au niveau régional, ici nous avons la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO
a suffisamment d'informations. La CEDEAO a des missions diplomatiques qu'ils peuvent dépêcher en Guinée pour essayer de faire revenir dans de meilleurs sentiments les putschistes par rapport à la transition, par rapport à ce que les putschistes doivent faire pendant la transition. Et justement, en parlant de la Guinée, il y a une médiation en cours, hein, il y a un médiateur qui va être en... Je dis, il y a une délégation de la CEDEAO qui est actuellement là-bas, en Conakry, pour discuter avec la junte. Donc, tout simplement pour vous dire que la CEDEAO, c'est une organisation régionale vraiment qui est importante, il faut le dire. La CEDEAO a sa raison d'être, mais je pense qu'il faut aller dans le sens où il faut revoir, par exemple, certains fonctionnements par rapport aussi aux chefs d'État pour que les peuples, pour que le bas peuple ne puisse plus penser que la CEDEAO est un syndicat. Oui, c'est vrai. Alors, mon cher Karim Diakhaté, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette flopée des coups d'État soulignés par notre ami Sabibou Ndiaye sur le continent, on a parlé du Mali, on parle évidemment aujourd'hui de la Guinée, est-ce que dans ce brouhaha, on peut aller chercher une part de responsabilité de ces instances internationales? Mais absolument, absolument. On ne peut pas véritablement les mettre hors du coup. Prenez ce qui se passe en Guinée. On a évoqué un peu l'intervention, la médiation de la CEDEAO. Il faut dire qu'en fait, le colonel Doumbia le disait, éviter les erreurs du passé, c'est ne pas réitérer ce qui s'est passé à l'époque avec le CNDD. Parce qu'à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara et la junte avaient subi une pression extraordinaire, aussi bien de la CEDEAO que de la communauté internationale toute réunie, parce qu'il était question à cette époque de favoriser l'entrée de la Guinée dans une nouvelle ère de démocratisation. On voulait effectivement que les militaires, donc après plus de 26 ans au pouvoir, puissent vraiment passer la main et laisser le pouvoir à des civils. Et de ce point de vue-là, l'arrivée du professeur Alpha Condé, même dans des conditions discutables, était quand même bien appréciée. Mais actuellement, le contexte a changé. Je vous ai rappelé que la CEDEAO et l'Union africaine n'avaient pas pleinement assuré leur rôle. En mars 2020, quand il y a eu des morts, après des manifestations, quand il y a eu un soulèvement populaire, que le professeur Alpha Condé avait su contenir. Ouais, parce que l'opposant Cellou Dalein Diallo parlait même, en ce qui concerne évidemment ce mutisme, hein, si on peut le qualifier ainsi. Cellou Dalein, justement, il a été interdit de sortir du territoire. Pendant pratiquement 1 an, il a été confiné à domicile. Bon, le Covid-19 aidant, il est resté cloîtré chez lui à Conakry. Son parti empêché pratiquement de faire ses activités. Il était réduit à faire des prestations, en fait, des interventions sur le net, à travers des visioconférences. Je trouve que pour un pays qui réclame quand même une certaine avancée démocratique, c'était assez troublant. Maintenant, l'Union africaine, comme la CEDEAO, n'avait pas réagi fortement, et cela va davantage faire une crispation au niveau des militaires, et ils vont avoir le beau rôle de, quand même, non pas d'exiger quoi que ce soit, mais de dire à la médiation de la CEDEAO ou autre, écoutez, laissez-nous le temps de nous réorganiser. Parce que si le colonel Mamadou Doumbia évoque les erreurs du passé, c'est pour éventuellement dire qu'il ne faut pas tout de suite laisser le pouvoir à des civils qui vont encore... Parce qu'en réalité, tant que l'armée guinéenne n'est pas suffisamment, disons, réformée, restructurée, comme le souhaitait à l'époque Dadis Camara, il faut lui rendre par rapport à ça, il y aura toujours des problèmes. D'ailleurs, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, il a libéré certains prisonniers politiques pour l'accompagner dans ce processus de transition qui concerne la Guinée. Oui, ça concernant cela, c'est l'éternel recommencement. Lansana Conté, lorsque Sékou Touré est mort, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lui, il avait libéré des prisonniers politiques. On disait même qu'il avait un peu démocratisé la Guinée. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Regardez actuellement Mamadi Doumbia. En tout cas, un homme, un militaire ou un homme politique ou un être humain simple, il faut le juger par rapport à ses paroles et par rapport à ses actes. Pour le moment, Mamadi Doumbia n'a fait que quelques jours. On va voir, le temps jugera. D'accord. On reste avec toi, mon cher Sabibou Ndiaye. Tu l'as également souligné il y a un instant. Alors, ces instances internationales, l'Union africaine ou encore sous-régionale, la CEDEAO, privilégient le dialogue dans la résolution de crises. Certains observateurs s'accordent et trouvent que les sanctions sont parfois peu dissuasives. Doit-elle intervenir autrement, ces instances-là? Ils peuvent intervenir autrement, mais nous ne voulons pas ce qui s'est passé au Libéria avec la force ECOMOG pour intervenir. On n'est pas dans
dans ce genre de situation-là. Donc on n'a pas besoin d'intervention militaire pour forcer, pour essayer de changer la situation. Mais ce dont on a besoin actuellement, c'est de dialogue. Vous savez, les problèmes, les querelles, les guerres et tout souvent ces problèmes-là, je ne pense pas que c'est la force armée qu'il faut privilégier. Il faut privilégier les négociations internes. On l'a fait au Mali. Hein. Je ne suis pas évidemment dans le cas de figure d'avoir une force d'intervention, mais je veux dire, le dialogue, ça a été le cas au Mali. On a dialogué une première fois, et derrière, il y a eu un gouvernement de transition qui a été installé, et on a assisté à un second coup d'État encore derrière par le Mais ce second coup d'État-là, au Mali, le problème est plus profond. Il y a des ramifications qu'on n'a pas dit. Ce second coup d'État-là, il y a d'autres implications par rapport entre le ministère de la Défense, entre Assimi Goïta, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de la République. Donc il y a d'autres ramifications par rapport à ce coup d'État-là qu'on n'a pas dit et qui n'est pas l'objet certes du débat. Mais donc par rapport à la Guinée, je pense qu'il faut aller dans le sens de dialoguer. Les Guinéens, ils se connaissent entre eux. Il y a un problème plus important actuellement là-bas. C'est un problème ethnique. C'est un problème ethnique. Ce problème-là, il faut le résoudre. Alpha Condé, c'est lui qui devait résoudre ce problème-là, mais il a utilisé pour sa guise. Donc, revenons justement, mon cher Sabibou, sur ces instances internationales. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, notre ami Karim Diakhaté parlait de médiation. Vous l'avez également souligné, il y a une médiation en cours en ce moment en Guinée-Conakry pour essayer de trouver un terrain d'entente, j'ai envie de dire, hein, si on peut s'exprimer ainsi. La médiation, on va dire, est juste boostée par l'aspect politique. Mais quels sont les points faibles? Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a un conflit, on envoie un médiateur, il y a des médiations qui sont en cours, mais pour peu de résultats probants. Quels sont les points faibles aujourd'hui de cette médiation envoyée par ces instances internationales? Je dirais que je ne peux pas dire exactement que ce sont ces choses-là que je veux dire qui sont les points faibles, mais je pense que les médiateurs, la délégation diplomatique a envoyé la CEDEAO au niveau de la junte actuellement en Conakry. Je pense qu'ils sont dans une logique de négocier. C'est-à-dire de négocier peut-être la transition. Donc, il est important de savoir si Mamadi Doumbouya va accepter les délais qui seront évoqués par la CEDEAO ou s'il va essayer d'aller plus loin. Ou je pense que c'est là où risquent de se trouver les points faibles. Ouais, parce que c'est même là le cas aussi, pardon mon cher Sabibou, mais c'est le cas du Mali par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la transition va renouveler encore, le gouvernement va renouveler son mandat ou tout simplement ils vont respecter le cahier des charges comme coordonné par la CEDEAO. Voilà. Et la CEDEAO n'a toujours pas réagi par rapport à ça aussi. Voilà, c'est là où j'allais en venir par rapport aux points faibles. Donc on va voir si la CEDEAO réussit à tordre le bras aux militaires maliens. Maintenant, pour le cas de la Guinée, on va voir aussi si la CEDEAO va rester faible par rapport à cette junte-là qui sera mise en place, par rapport au délai de transition, mais par rapport aussi aux accords qui seront conclus. Alors, mon cher Karim, les joutes présidentielles ou législatives sont très souvent marquées par de vagues de violence déclenchées par des fraudes électorales durant le processus, et ce, malgré la présence des observateurs. La démocratie, nouvel enjeu des instances internationales? Ah, mais absolument. Absolument. Mais vous savez, il y a également un autre problème. De plus en plus, il y a comme un désintérêt de la communauté internationale par rapport à tous nos problèmes. C'est vrai qu'il y a des enjeux géostratégiques. Sadibou les a évoqués. Il y a plusieurs intervenants, plusieurs puissances qui interviennent un peu dans nos pays, chacune suivant un peu ses intérêts spécifiques. Mais par rapport à l'organisation des élections et autres, ce sont les pays concernés qui doivent en premier lieu mettre en place des mécanismes, auxquels ils vont se conformer d'abord. C'est dommage de voir que dans beaucoup de pays, surtout le cas du Sénégal, où il y a déjà des problèmes au niveau même du processus électoral. Quand on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voter parce qu'on leur indique ne peut pas voter, il y a des problèmes de rétention de cartes et autres, on se dit, mais on parle de démocratie, mais on va vers où? Le problème au niveau des pays africains, c'est qu'il y a entre l'esprit et la lettre un grand écart. Les gens ne veulent pas se conformer aux dispositions qu'ils ont eux-mêmes, disons, accepté de suivre. Maintenant, comment on peut régler ce problème? C'est qu'il faudrait faire en sorte qu'au niveau donc des organisations comme l'Union africaine ou la CEDEAO, imposer des règles de conduite auxquelles tout le monde devrait se conformer. Et en ce moment-là, il est évident que ce genre de situation n'arrivera pas. On a évoqué le cas du Mali où la CEDEAO a des problèmes pour faire
avalisé le fait que la junte actuellement au Mali ne peut pas, de mon point de vue, dans les 5 mois à venir, organiser les élections. Oui, parce que cette transition demande même une prorogation il est évident, voilà, de ce mandat. Parce qu'il a été, disons, il y a eu un problème dès le début par rapport au délai de la transition. Ouais. Il y a eu, après, le second coup d'État, qui est revenu un peu tout chamboulé. Forcément, le délai sera revu. Très court, oui. Pour la Guinée, on le dit toujours, il ne faut pas tomber dans les mêmes travers. Je me rappelle en 2009, la médiation de la CEDEAO, conduite à l'époque par Ibn Chambaz, avait plus ou moins donné de bons résultats. Parce qu'à l'époque, aussi bien le CNDD, dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, avait accepté de parler avec les forces vives. Personnellement, j'ai assisté à Coloma à une rencontre avec les forces vives, les acteurs politiques, dont Cellou Dalein Diallo, le professeur Alpha Condé, Sidia Touré et tous les autres acteurs politiques, les syndicats et autres. De mon point de vue, il faudrait également reprendre ce schéma, mais faire en sorte également que cette junte, qu'on lui laisse, non pas le temps de dérouler, parce qu'il y a pratiquement, disons, beaucoup de choses à régler. Il y a le quotidien des Guinéens à régler. Oui. Les populations ne peuvent pas attendre. Il y a la vie chère et tout ça. La junte devrait très vite trouver des solutions immédiates pour régler un peu ce problème, mais faire en sorte également que la confiance puisse revenir en tous les acteurs. Et de ce point de vue-là, le défi ethnique est un défi énorme. C'est en fait un enjeu même. Sadibou, est-ce que ça va être l'un des points, on va dire, cruciaux même de cette rencontre-là entre la médiation de la CEDEAO et les militaires guinéens? Oui, il est évident que ça va faire partie des points, mais aussi, il appartient aussi au peuple guinéen, à la junte, au peuple guinéen de vraiment revoir ce qui se passe par rapport à ce problème ethnique-là. Comme je le disais tantôt, c'est Alpha qui devait, dès son premier mandat, prendre à bras le corps ce problème-là. Parce qu'en Guinée, comme vous le savez vous tous, il y a les Peuls, il y a les Malinké, il y a d'autres ethnies. Mais il y a un problème. Depuis Sékou Touré jusqu'à présent, on a vu que le problème ethnique persiste. Donc il faut résoudre ce problème-là. Ce problème-là est plus profond. Actuellement, pour moi, il est plus profond que vraiment ce qui se passe actuellement. Ouais. Parce que le coup d'État là, c'est un éternel recommencement. C'est vrai que, mon cher Karim, on parle de la Guinée. Il y a notre lieutenant-colonel qui dit rendre le pouvoir, évidemment, à l'image un peu du Mali aux civils, qui va supposer une élection présidentielle. Comment, justement, la CEDEAO quel est le regard porté par la CEDEAO, justement, sur ce processus, au cas où la Guinée arriverait, évidemment, à cette élection présidentielle? Je pense que, dans un premier temps, la première étape serait de faire en sorte que tous les acteurs politiques, disons, toutes les forces vives, puissent s'accorder sur au moins une charte de transition acceptable par tous. Ouais, société civile, l'opposition. Faire en sorte que tout le monde y adhère et qu'il y ait un dialogue inclusif pour définir déjà les modalités de participation des uns et des autres et faire en sorte que personne ne soit exclu de ce processus. Parce que de toute façon, le RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé ne peut pas être mis de côté, même si je n'ai pas vu cette formation politique apporter un peu son soutien. On assistait à un grand mutisme de ce parti politique. Bon, véritablement, il faudrait associer tout le monde donc à ce travail de réarmement moral du peuple guinéen et faire en sorte que les Guinéens puissent quand même aspirer à des lendemains meilleurs. Commencer d'abord par rassurer tout le monde. Il ne faudrait pas toujours voir des militaires en armes circuler partout. Faire en sorte que la confiance revienne pour que plus tard les investisseurs puissent revenir, mais aussi que les puissances qui sont en train de se mener une lutte souterraine s'accordent également sur ce qu'il y a de mieux pour laisser les Guinéens eux-mêmes choisir véritablement. Ce qu'il y a de mieux pour laisser la Guinée, les Guinéens choisir ce qu'il y a de mieux pour eux. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir participé au débrief. Nous remercions également cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en relations internationales. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débrief sur Média. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.